L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Voici celui qu'on aime, c'est Jacques Higelin, avec sa folie, avec sa poésie, qui bouscule les barrières et nous amène ailleurs, comme l'aurait fait Charles Trenet dans son merveilleux jardin extraordinaire, Jacques Higelin. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Dans ce jardin. C'est un jardin extraordinaire. Ouais. Merci Jacques Higelin d'être avec nous. C'est le jardin de Charles Trenet. C'est celui où Jacques Higelin a envie d'aller gambader comme un enfant aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, je suis pas. Je colle pas des définitions sur rien. Donc, un enfant qui gambade dans un jardin, oui, Ouais. oui. Mais je crois que tous les L'image, artistes. c'est de se dire qu'est-ce qu'on va y trouver dans le jardin. On va y trouver des merveilles, on va y trouver Ouais. des rêves d'enfant. Finalement, on va redevenir enfant, non? Je sais pas. Ça m'intéresse vraiment ce que vous me dites. Oui, non, mais ça serait bien. Moi, je sais pas. Je suis dans un studio qui n'est Ouais. pas un jardin, avec des nuages là-bas, pas mal. Et puis voilà, hein, je suis pas dans un jardin là tout de suite extraordinaire. Mais vous en train de raconter ça, C'est vrai. ça vaut son pesant de cacahuètes. Je sais pas moi. Mais, Non, mais- coller des définitions, bah, voilà, je vais être clair. Parler à la télévision, avoir des caméras et tout, il faut pas faire semblant que c'est naturel. Et pour moi, si je parle à un moment donné des choses, je suis ailleurs, ou bien je suis dans un état, ou bien dans un endroit qui me fait rêver, quoi. Les télés, les radios, tous les trucs là, comme ça, ça m'a jamais fait planer outre mesure. C'est des outils qui peuvent être planants si je dis rien. Je regarde les caméras, c'est étrange. L'ambiance est étrange. Mais là-dedans, pouvoir vous répondre en disant, prenant l'air émerveillé et disant je suis dans un jardin extraordinaire, là tout de suite, non. Non, c'est clair. Hier, Mais- il y a 2 jours, ouais, j'étais dans un jardin extraordinaire Ah ouais avec le public, ouais, Ouais. à Charleville-Mézières. Qu'est-ce qui se passe alors, Jacques? Bah, Si c'est c'était possible le d'en parler premier- sur un plateau comme ça. C'était le premier festival de jeunes gens avec l'aide de la maire, la maire MAIRE, Ouais. ont organisé un festival qui s'appelait le Cabaret Vert, en souvenir d'un poème de Rimbaud. Et c'est la première fois d'ailleurs que je suis allé dans le cimetière sur la tombe de Rimbaud. Et puis, voilà, c'était la journée du patrimoine, donc il y avait un musée Rimbaud, mais là, il y avait plein de gens. Et puis Rimbaud dans un musée, bon, c'est pas mon truc. Ouais. Mais l'après-midi, c'était vraiment magnifique parce qu'il y avait 200 bénévoles, même plus que ça, je crois, qui tous les jeunes de la région. Et il y avait un état d'esprit qui était merveilleux, quoi. Où ils étaient souriants, où ils y croyaient, où ils se défendaient, où ils ont monté ça avec l'aide donc de la mairie, avec une femme formidable d'ailleurs, qui est drôle, qui est simple. Et je lui ai dit d'ailleurs à un moment donné, voilà, la politique, ça devrait être des gens, c'est des gens comme vous. Ça ne devrait pas être c'est. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui était là, qui est resté, qui a bu du champagne et du vin, qui a discuté, qui était drôle, qui était pleine d'humour. Et tous les gens qui travaillaient avec elle, c'était pareil, ils se sentaient à l'aise. Et ça, la politique comme ça, je suis d'accord. Ouais. Mais Charles Trenet, Jacques Higelin. Il est Parce que là-dedans, c'est vrai qu'il il est est là, là. il est partout. Et... Mais j'ai été chanter Ouais. une chanson de Charles Trenet sur la tombe de Rimbaud. Je lui ai chanté La folle complainte, la fin. Voilà. Mais bon, ce sont que le squelette, ce qui reste de Rimbaud, j'en sais pas dans quel état où il est, son corps. Ouais. Mais pour moi, c'est quelqu'un de très vivant qui est absolument partout. Oui, c'est-à-dire que Trenet,
Higelin qui l'enchante sur scène. On va voir au Trianon et puis partout. Là, on a des images en tournée. S'il avait été vivant et qu'il serait venu me voir, ça l'aurait peut-être pas enchanté du tout. Je sais pas. Ouais. Moi, je pensais que la meilleure façon de le rendre, de le faire vivre son œuvre, c'était justement d'être moi-même. Parce que je crois que, comme moi, c'est pareil quand des jeunes me font écouter des choses en voulant m'imiter, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, des fois, quand ils chantent des choses et d'une façon radicalement différente, ça me plaît. J'ai des jeunes qui m'ont envoyé une version très punk de Part. Ouais. Et j'ai trouvé ça formidable. Parce que ça m'a... Mais Jacques Higelin, Ou Traîné, il a connu Max. Jacques Higelin quand même. On se souvient non, du c'était Printemps pas de Bourges, on se souvient de moments extraordinaires, puis d'une rencontre au domaine des esprits que vous racontez dans ce beau disque. Ouais. C'est des choses quand même assez Et les extraordinaires. rencontres avec les poètes... Les langues se sont mélangées. Hein. Oui, oui. Laissez-moi le raconter aux gens. Il y avait... les rencontres c'est Claude Dejac qui était un merveilleux directeur artistique, un homme extraordinaire, qui avait fait les premiers disques de Gainsbourg, de Claude Nougaro, de Barbara. Et il a réalisé un de moi, ou deux, je crois, deux albums. Et lui, il me disait que quand on était entre nous, ce qui m'est arrivé avec Léo Ferré, avec Barbara, avec Gainsbourg, avec Coluche aussi, qui est un grand philosophe de ce siècle, c'est ce que je pense. Ça se passe dans une sorte de magie. La rencontre avec Trenet, ça a été pareil. C'est comme si on n'a pas besoin d'en rajouter, puisqu'on est comme ça. Et le plus naturel on est, et le mieux c'est. Mais moi, j'ai toujours eu le sentiment de me trouver avec des gens avec qui je me sentais parfaitement normal. Voilà. C'est avec les poètes, parce que je comprends, ça m'est arrivé aussi d'être assis un jour à côté d'une autiste, une vraie, et de comprendre. Elle se retournait, elle me disait des choses dans le désordre, et je comprenais parfaitement ce qu'elle disait. Ça me paraissait très très clair, quoi. De là à dire que tous les poètes sont des autistes, je crois pas. Parce que, par exemple, Barbara ou Ferré ou Gainsbourg m'ont semblé des gens incroyablement lucides, très très humains, très généreux et très naturels, quoi. Coluche, pareil. Je le cite parce que tout le monde pense peut-être pas que c'est un poète. Mais c'était pour dire aussi que les poètes sont des visionnaires lucides. Ouais. Ils voient vraiment. À Bourges, ça n'avait pas été évident devant le public d'imposer Charles Trenet. Et lui s'est imposé comme ça. Les gens, je crois, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, que le public qui était venu peut-être pour me voir. Et ils avaient peut-être pensé que j'allais chanter. C'était mon public, en parenthèse, on s'en fout, mais un public jeune et qui venait voir Higelin. Et puis quand Trenet est entré... D'abord, ils ont sifflé, je crois, pour une raison qui était peut-être pourquoi je me barrais. Pour lui, il n'avait rien contre. Mais quand il est arrivé avec le chapeau, l'œillet, en roulant des yeux, et ils ont sifflé, je ne sais pas pourquoi, genre sifflé. Et puis moi, j'ai bondi sur scène, je me suis mis à genoux, j'ai pris la main de Trenet, je l'ai embrassé comme un jeune chevalier qui rend les honneurs à son néné. Et là, comme ils continuent à siffler, je les ai regardés, je leur ai dit quel plus bel hommage peut-on rendre à un poète que d'imiter le chant des oiseaux. Voilà. Et là, ils se sont tous marrés, ça s'est retourné. Et je l'ai laissé en le saluant bien bas. Et il a commencé. Et effectivement, 1h30 après, tout le monde était monté sur les chaises. Et à l'époque, c'était plutôt des chevelus et des barbus. Les jeunes, ils avaient beaucoup de poils. Et ils lui ont fait un triomphe, quoi. Un triomphe. Ils ne voulaient plus le lâcher. Parce qu'en fait, cet homme-là, ce poète-là, est resté jusqu'à très tard dans sa vie un éternel jeune homme. Il avait un culte de la jeunesse. Il s'entretenait, il faisait, je le dis souvent parce que en plus j'ai vu les photos, il prenait des haltères. Et tous les jours, il faisait des trucs comme ça, les muscles. Une photo à moitié nu avec un slip et 2 haltères, un homme de quand même de 80 ans, quoi. Ouais. Et qui est là, en roulant les yeux, avec un air de surréaliste. Et puis, il pouvait boire du début de la journée jusqu'à la fin de la nuit, tout en tenant le coup avec tout le monde qui s'écroulait. Il faisait des brasses dans sa piscine 3 fois l'aller et le retour et tout. C'était un grand parleur
qui m'a ravi quand je l'ai rencontré dans le domaine des esprits, qui était sa villa à Aix-en-Provence. Et il était vraiment bienveillant avec moi, ce qui fait qu'on a fait une joute oratoire, on s'est amusé. Il m'a montré comment il jouait du piano avec 3 doigts. Il savait pas trop bien jouer, mais c'est comme ça qu'il composait des mélodies, un peu comme un enfant. Et puis après, on s'est vraiment marré, quoi. On était vraiment comment on appelle ça, en osmose, en contact, vraiment. Et moi, j'étais habillé complètement en noir, très rocker, et lui, mais ça le dérangeait pas. D'ailleurs, je l'ai vu un jour dans une émission de télé. Il est venu avec 2 Hells Angels, 2 jeunes mecs bardés de cuir avec des boots et jeans et tout, des chaînes et tout ça, qui sont assis de chaque côté avec des pattes. Et je l'avais trouvé vraiment géant. J'ai dit, putain, il est génial, ce mec. Et il était vraiment en dehors de la norme, quoi. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Allez, quelques instants avec Jacques Higelin et Charles Trenet. Soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil là. Ici-bas, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil là. Papa dit qu'il l'a vu, papa dit qu'il l'a vu, papa dit qu'il l'a vu. Lui. Dans les Il y a un froid de souvenirs. canard à ce concert qui était à Noirmoutier, là, dans un château fort. Et il y a un moment donné, quand même, ma voix en a pris un coup, là, parce que là, c'était vers la fin. Et l'humidité de la nuit et tout qui est tombé sur les cordes vocales, c'était pas trop évident. Jacques Enfin, Higelin, ça va. dans les souvenirs, j'ai envie de dire, tout petit quand même. Parce que je crois que votre papa était déjà fan de Branche Chevalier, mais aussi de Trenet. Et que vous avez commencé les premières chansons. Vous chantiez dans les cinémas pour gagner des concours, et vous le dites aussi sur scène pour aller voir la mer, grâce aux chansons de Charles Trenet. Donc c'est vraiment tout gamin. Non, mais mes parents m'avaient engagé parce qu'il y a eu une époque, il y avait, ça a repris plus tard. Il y avait genre, ils cherchaient des enfants vedettes, stars, là. Et vous aviez quel âge là? Et il devait y avoir 11 ans, 9 ans, entre 9 et 11 ans, j'en ai fait. J'ai chanté 2-3 fois dans des cinémas, à l'Entracte, à Chelles, en Seine-et-Marne, le Majestic, le Palace, et puis quoi encore, Rigoletto. Et puis... Et papa au piano? Et il y avait eu un concours pour des gosses. Et j'ai gagné, j'en revenais même pas. Ça a fini ça a fini où? Dans un cinéma, j'ai vu qui a été transformé en putain, j'en ai marre avec les mots normaux. Transformé en les trucs où on vend de la bouffe, de tout, un peu n'importe, casino, mettons. Et puis justement, j'ai reconnu cette rue. C'est bizarre, on garde des souvenirs d'enfance. Et j'avais gagné avec une chanson de Trenet. Je crois que c'est Il y a de la joie. Et puis le premier prix, c'était un voyage au bord de la mer, accompagné par un adulte, en l'occurrence ma mère, puisque mon père travaillait. Et puis, je suis quand même arrivé après. C'était long, les voyages. Après 8 heures, 10 heures, 12 heures. On est parti au début de la nuit, on est arrivé à l'aube. Et cette odeur, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Les pins, moi, j'avais les palmiers. J'étais émerveillé. La mer, j'avais jamais senti cette odeur-là. Puis ça sentait pas trop mauvais à l'époque, encore. Il n'y avait pas trop de bagnoles. Et puis, justement, on a été logé à l'hôtel Le Majestic, alors que j'avais gagné... les quarts de finale au cinéma Le Majestic. Et là, ma mère a retrouvé sa mère, qui voulait plus en entendre parler pendant des années. Et moi, je suis allé au 4e. Elle habite là, je suis monté au 4e. J'ai dit, allons la voir. Au 4e étage, j'ai sonné. Il y a une vieille dame qui m'a ouvert. Et j'ai dit, madame, je sais plus, Bourdoux, ouais. Elle me dit, oui. Et j'ai dit, je suis votre petit-fils. Voilà. C'était drôle. Elle m'a regardé, mais une Belge comme ça, elle m'a dit... Mais où elle est ta mère? Je dis, elle est en bas. Mais qu'elle monte, mais... Je dis, mais elle n'ose pas, parce que vous avez refusé de la voir pendant des années et tout. Elle m'a dit, va la chercher tout de suite. Et là, ça a été très, très beau, quoi. Très émouvant. Voilà, ça, c'est le genre de souvenirs que je garde, parce que c'était fort. Et
Le lendemain, on s'est promené avec ma mère et il y a une femme gitane qui est venue et qui a lu ma main. Elle dit à ma mère, bon, pour avoir des sous aussi, elle prend ma main, elle regarde, elle dit, elle a regardé ma mère, elle a dit, ton fils, ça deviendra un artiste et il aura beaucoup de succès. Bon, succès, c'était pour avoir la thune. Mais elle a dit ça. Et ma mère, ça l'a marqué, quoi. Elle dit, il chantera et ce sera un artiste et il fera de la scène. Alors donc, il fallait rouler les yeux comme Charles Trenet, disait le père. Hein. Ouais, comme des vignes. Alors, le côté gitan... Tes parents traînaient pour ça, parce qu'en fait, il a donné un visage... Tu sais, un peu comme Fats Waller, il faisait aussi pareil, il roulait des yeux, il prenait des attitudes. Satchmo, Louis Armstrong aussi, il faisait le clown. Et pourtant, Miles Davis a dit que c'était un des plus grands trompettistes ou artistes de l'époque. C'était dans cet univers d'ailleurs que le petit Jackie Higelin vivait avec ses disques de Fats Waller, c'est les autres. Ouais. C'était, alors, on parlait de la gitane, mais il y a quand même... Moi, j'avais très peur de chanter à l'époque. Hein. J'étais hyper intimidé. J'avais un trac, mais tu peux pas imaginer. La fois où j'ai retrouvé le même trac, c'est quand j'ai sauté d'un avion en chute libre. Là. Pour la photo de Avant de sauter, j'ai retrouvé le même état que j'étais enfant, les jambes qui flageolent et aucune force, quoi. J'aimais pas trop chanter comme ça. J'avais les oreilles rouges et ma grand-mère m'avait tricoté un nœud papillon. Je me sentais, tu vois, comme tu te sens sanglé, quoi. Et pourtant, j'ai gagné. Bon, voilà. Ouais. Et qui va donner confiance à Jackie Higelin? Est-ce que justement, on parlait de cette gitane, mais c'est Henri Crolla, c'est quand même lui qui va dire... C'est une personne très importante dans ma vie, avec un autre ami qui s'appelle Pierre Goupil, qui était cinéaste. Qui était Henri Crolla? Parce que ça mérite, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Henri, c'était un copain de Jacques Prévert, de tous les Prévert. C'était aussi un copain des Marx Brothers. Et Henri Crolla était un merveilleux guitariste, qui a été guitariste d'Yves Montand, et qui a écrit des chansons pour Yves Montand, la musique. Sanguine, Joli fruit et tout ça, puis plein d'autres choses. Et c'était surtout une personne merveilleuse, quoi. Moi, je l'ai rencontré parce que j'ai fait un film avec Marie Laforêt à 19 ans qui s'appelait Saint-Tropez Blues. Ouais. Elle s'en rappelle encore, elle en parle encore, hein, avec beaucoup d'émotions. Ouais. Et c'est Henri qui avait composé la musique. Ouais. Et un autre cinéaste est venu pendant ce film et a fait une demande pour m'engager dans un autre film qui était juste après. Et il y avait dans le film, moi j'étais le héros central, et il y avait un vieil espagnol qui jouait de la guitare, tout ça. Et j'ai dit, pourquoi on ne prend pas Henri Crolla? Et lui, il voulait absolument jouer. Et puis voilà, donc on s'est vu pendant le film de Saint-Tropez Blues, pendant le film qui s'appelait Le bonheur est pour demain, d'Henri Fabiani, qui se passait dans les chantiers de Saint-Nazaire. Et malheureusement, juste après ce film où on a pu retarder, je suis parti à l'armée. Ouais. Et quelques jours avant de partir à l'armée, Henri s'est fait opérer et puis il s'est pas réveillé. Alors ça a été pour moi... Parce que Henri Crolla, ça a été mon père spirituel, quoi. Vraiment. Là, je parle en tant qu'homme et en tant qu'artiste, quoi. Et c'est une des personnes les plus merveilleuses qui soit. Bourré d'humour, il a fait devant moi des blagues incroyables, alors que finalement j'ai appris par la suite qu'il savait qu'il allait mourir, enfin qu'il avait un cancer généralisé. Et de là, cancer des poumons, mais que c'est aggravé et tout. Mais je l'ai jamais vu autrement que sourire à la vie, que jouer, faire des blagues et tout. Et puis là, je suis parti à l'armée et juste Henri avant m'a donné une guitare. Il m'a acheté ma première guitare d'Imoro, les guitare gitane là, que j'ai toujours. Et bon, mais cet homme m'a marqué définitivement, quoi. Ils sont deux comme ça, Pierre Goupil aussi, le chef opérateur. Et alors, évidemment, les rencontres, Moustaki, ça va être aussi par Crolla, dans la rue. Je crois que Moustaki passe, il dit, tiens, qui c'est ce jeune qui joue à la manière d'Henri Crolla? Non, dans un cabaret qui était tenu par une femme, Bernadette, et où passait tout le monde. Il y avait Coluche, il y avait Romain Bouteille, il y avait... Tous les gens passaient tous les soirs. J'ai même vu Enrico Macias, je crois. Il y avait tout le monde qui débutait, quoi. Et moi, je l'accompagnais, cette chanteuse, qui adorait pleurer à la fin des chansons. Et moi, je jouais de la guitare. Je revenais de l'armée, là. Et puis, Moustaki était un copain de Bernadette. Et il est passé... Elle avait une boîte rue des Bernardins. Et puis, il est passé. Et moi, je jouais dans la cuisine. Et tout d'un coup, il est arrivé après... je jouais... il chantait pas encore, mais il devait faire un tour de chant. Et il m'a dit, c'est drôle, tu joues comme Henri Crolla. Et je dis, ça, c'est un beau compliment, non, quand même, hein? Oui, il dit, tu as le même son, tu as la même façon de jouer.
tu joues pas aussi bien, mais tu as la même façon. Et j'ai dit, bah ouais, mais Henri, c'est la personne qui m'a initié à la guitare et à la vie. Et il m'a dit, est-ce que tu veux m'accompagner, venir avec moi, passer dans les cabarets, ce qui était formidablement généreux de sa part, parce qu'il n'avait pas besoin de moi. Et puis j'ai suivi Joe, et j'ai joué avec lui dans toutes les boîtes, là. J'ai connu plein de boîtes. Ouais. C'est là où vous allez croiser... J'étais accompagnateur, quoi, au début. Ouais. Vous avez croisé Guy Bedos, par exemple, aussi, à ce moment-là, non? Ouais, mais j'allais le voir. Je l'avais rencontré avant, Guy. Je l'avais rencontré vers 19 ans, où j'ai joué une pièce de théâtre où Guy jouait. Et là, j'allais le voir dans les cabarets, il y avait plein de gens. Il y avait Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel. Il y avait des gens formidables qui sont tous devenus des pointures, quoi, des grands acteurs. Et c'est vrai que c'est les parents de Jacques Higelin qui vont l'amener devant un monsieur qui s'appelait Jacques Canetti. Mais ça, quand j'avais 14 ans, là. C'est encore plus vieux, ça. 14 ans. Parce que, alors là, vraiment, Jacques Canetti, c'est quand même le découvreur de Brel, grand monsieur du disque et de la chanson. Et c'est par Jacques Canetti. Mais pas tout de suite. Il va dire, c'est pas bon, là, pas tout de suite. Il faut attendre un peu. Hein. Il avait raison, en plus. Vraiment raison. Parce que 14 ans, c'est Il passait des auditions le jeudi, je crois, que là, il n'y avait pas d'école à l'époque. Et puis moi, je suis passé, mes parents ont dit pourquoi pas. Puis il y a quelqu'un qui le connaissait qui a dit, on va le faire passer. Je me souviens d'un vieux régisseur russe, très sympa, qui me dit le patron n'est pas peur gamin. Il était vachement gentil avec moi. Et je suis rentré avec ma guitare et j'ai chanté 4-5 chansons que j'avais écrites à 14 ans. Mais bon, c'était des chansons de gosse, quoi. Et puis, lui, après, il a parlé à mes parents, Canetti. Il a dit, il est trop jeune, sa voix va muer, il faut qu'il fasse des études. Ceci dit, j'ai quitté l'école à 14 ans, 15 ans, juste peut-être un an après. Et il a dit, mais dans 10 ans, je le reverrai. Et en fait, moi, je ne l'ai jamais revu, il n'a pas oublié, il a noté mon nom. Dingue, ouais. Il m'a vu, et des années après, je suis passé à la Vieille Grille en solitaire à raconter des histoires, à jouer du piano. Je devais avoir 24 ans, 25 ans. Et il est arrivé, quoi, dans la salle. Et Maurice Alezrad, le patron de la Vieille Grille, m'a dit, tu sais, Jacques Canetti est là. J'ai dit, ah bon? Et moi, j'avais le souvenir, mais j'ai dit, il ne doit pas s'en rappeler, il a dû rentrer par hasard. Et en fait, là, j'ai raconté des histoires jusqu'au petit matin. J'ai commencé à genre minuit, j'ai terminé à 6-7 heures du matin, puisque Maurice Alezrad a amené des croissants et du café pour les gens quoi, qui sont pas partis. Et Canetti était là, il dit, maintenant c'est le moment. Et il s'en rappelait très bien. Et il m'a dit, passez me voir dans mon bureau. Et puis voilà, et là il m'a dit, on va pas commencer avec vous, vous n'avez pas assez de chansons ni rien. On va commencer avec Boris Vian. Et puis voilà. 8 chansons de Boris Vian. Ouais. Et Boris, c'était... 45 tours, en fait. Bon, là, j'avais des chaussettes à clous, dans mon lit, plein de choses comme ça. Et là, bon, on peut pas dire que l'univers de Boris Vian, c'était forcément celui de Jacques Higelin à ce moment-là. C'est pas loin. Mais c'est pas loin, non, ouais. Non. Ouais. Les vacances en Italie, il y avait déjà, il y avait déjà une part de délire. Elles sont délirantes, elles sont oui. marrantes. Il est bien son album. Vous avez déjà écouté? C'est très drôle. La Java des chaussettes à clous. Mais quand je l'ai écouté, je trouvais bien. Puis en plus, il a une voix pas de chanteur, quoi. Mais c'est déjà une personnalité incroyable, Boris Vian. Jazzman et toute l'époque Saint-Germain-des-Prés. Mais voilà. Bon. Puis tout ça a continué. Après, j'ai rencontré Pierre Barou, qui m'avait rencontré aussi, qui m'a dit un jour, je me l'a redit l'autre fois, il m'avait rencontré, j'avais 14-15 ans. J'étais dans la rue entre Pigalle et Blanche, et j'avais un banjo. Et il m'a vu, et il dit, tu te rappelles peut-être pas, mais on s'est assis, on a discuté tous les deux. Et il dit, moi non plus, je t'ai jamais oublié. J'ai dit, tiens, ce jeune homme-là, il va faire quelque chose, quoi. On ne sait pas quoi, mais il va le faire. Et il l'a fait, parce que s'il va composer la musique d'un homme et d'une femme, avec cet argent-là, Shabadabada, il va fonder une maison de disques qui s'appelait Sarava. Sous-titre, il y a des années, on n'a envie de rien faire, on se retrouve aux abesses, et là, tout est possible. Brigitte Fontaine, moi. C'est Brigitte qui m'en a parlé la première, d'ailleurs. Parce que Pierre Barou. On aurait pu parler de Brigitte Fontaine et Areski. Parce que ça, Brigitte, Areski, c'était un copain de régiment. C'est là comme ça que j'ai rencontré. Brigitte, elle était chez Jacques Canetti. Elle s'est fâchée avec lui. Et là, elle a rencontré Pierre Barou qui lui a dit, mais viens. Et elle a fait un disque. Brigitte Fontaine est folle, qui est remarquable, qui est vraiment très, très bien. Pour moi, Brigitte, à cette époque-là, en tout cas, déjà, c'était le Gainsbourg féminin, quoi. Paroles super bien écrites, textes très modernes, musique formidable.
et une présence en scène. Et moi, je l'ai rencontré parce que je passais devant la fontaine Saint-Michel et il y avait un café-théâtre, l'Écluse. Et en passant tout seul, en me baladant dans la nuit, enfin tard, quoi, 1h du matin, je vois le rideau entrouvert, je regarde et je vois Brigitte, que je connaissais pas, un énorme chapeau noir, la bouche peinte en noir, les ongles noirs, des cuissardes jusque-là, grand chapeau, et tout à fait magique, quoi. Et je suis allé la voir en lui disant, tiens, j'ai rencontré un mec, d'abord j'ai trouvé formidable, je lui ai dit, et puis on était toujours dans le même âge, et puis je lui ai dit, j'ai rencontré un jeune comédien qui s'appelle Rufus, et on a décidé de monter un spectacle sur la peur, et on cherche une fille, est-ce que tu voudrais venir faire quelque chose avec nous? Elle m'a dit, pourquoi pas? Là-dessus, on sort de l'écluse, toutes les lumières, donc c'était jusqu'au petit matin, on a bu des canons après, tout ça, et on sort, le jour se lève, et tout d'un coup, toutes les lumières s'éteignent. Elle me dit, mais il ressemble à quoi ce Rufus? Et je lui dis, mais c'est pas vrai, je dis, le voilà. Et on va passer en vélo-moto Solex, Rufus droit comme un nid, et tellement surpris du truc, les lumières qui s'éteignent, Rufus qui passe devant nous, et je lui dis, mais c'est lui, c'est lui. Et il n'a pas vu, il n'a rien vu, lui, il était complètement dans son rêve. Et j'ai hurlé, Rufus, il n'a rien entendu. Elle m'a dit, ce mec-là, c'est lui? Ah bon? C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Et alors, il va y avoir évidemment à la fois de la scène et puis du disque. Bon, cet enfant que je t'avais fait, ça, bon, chanson avec Brigitte Fontaine. Ah, c'est un film, ça. Ouais. Et tout ça va se faire dans un joyeux esprit, on pourrait dire. Comment on pourrait dire? Je prends la flotte sans faire de réclame. Ça fait très vieux, comme on est dans une autre époque. Est-ce que, Jacques Higelin, on avait l'impression à ce moment-là qu'on pouvait tout réinventer, qu'il y avait une liberté totale? Mais c'est là quand même dans le creuset après, je veux dire entre les années après, avant 68, après, on a tout vu au Café de la Gare, il y avait déjà tous les gens qui sont devenus des gens hyper connus et formidables aussi. Il y avait, grâce à Romain Bouteille par exemple, et à son équipe, mais il y avait Coluche qui était un débutant, qui était là comme ça. Il y avait toute l'équipe du Splendide qui commençait Coluche, à côté. Ah non, ça c'était un peu après. Et Patrick Devers et Depardieu. Et il y avait tous ces gens qui étaient là, quoi, qui étaient complètement des jeunes gens. Et on se marrait tous parce qu'on allait les voir, ils venaient nous voir. Ça s'est terminé dans la rue, des fois le spectacle avec le public. Ouais, ça il y avait tout, on a tout fait. Vous dites au public, allez vous sortir en Vador, ça continue. Non, on a improvisé. Il y avait le Magic Circus qui commençait aussi. Ouais, ça varie. Mais alors, je pense à quand même la première chanson vraiment écrite au niveau des paroles parisiennes. Est-ce que c'est Je suis mort qui dit mieux? Je crois. Ouais. Quand même pour un début, c'est quand même un sacré thème. On s'est trouvé, je crois, dans la maison de Pierre Barou, en dehors de Paris. Et il y avait Brigitte et Areski qui étaient là, que j'avais présenté à Brigitte entre-temps, puisque je l'avais rencontré, lui, dans la rue, ancien copain de l'armée. Et puis je me rappelle toujours eux deux et moi prenant ma guitare en disant, j'ai écrit une chanson, je sais pas trop ce que vous allez en penser, quoi. Et il me dit, mais vas-y, chante-la. Et puis ils sont assis tous les deux sur un lit, je crois, je me rappelle. Et je commence à chanter, mais les yeux baissés comme ça, et timide. Parce que je savais que Brigitte, elle écrivait vachement bien. Elle a toujours été assez dure aussi, genre, tu vois, tac, si ça lui plaît pas, elle te le dit. Et puis ça s'est terminé, long silence, et je dis, voilà, j'en ai écrit une. J'ai pondu un œuf. Elle m'a dit, tu devrais continuer. C'est Je suis mort qui dit mieux. Ben mon vieux, voilà autre chose. Je suis mort qui dit mieux. Mort le venin. Couper la rose. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, se la met aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Bon, il y avait toute cette chanson, quoi. Ouais. Après, j'ai commencé à oser écrire. En fait, j'avais écrit des choses, un peu à droite, à gauche, comme pour moi. Mais je pensais jamais... j'étais trop timide. Je pensais que je ferais musicien, que je ferais compositeur. Ce que j'avais fait avec Boris Vian. J'avais écrit des chansons, faire de la musique. Et puis, il y a eu d'autres 45 tours chez Canetti, avec un garçon qui s'appelait Marc Moreau, Marc Macormore, et qui, lui, écrivait les paroles. Moi, j'osais pas, j'avais trop peur. Ouais. Et alors, là, il va y avoir une autre aventure, mais avant, ça va être quelques années de vide, on va dire. Parce que je crois qu'il y a eu un Olympia
avec ça, Sly ouais. et Family Stones. Ouais, Ça se je me passe suis pas fait très jeter, bien. ouais. Et là, Jacques Higelin se dit, je reprends l'expression, ça va chier, Ouais, ça a bardé. ça va barder, je vais faire du rock. Comment c'est venu? Parce que j'aimais avant ça, j'aimais le rock. Il faut pas dire entre-temps, il s'est pas rien passé. Ouais. Moi, j'ai écouté plein de choses, j'étais passionné aussi. Puis j'ai rencontré... avant d'en arriver, on va pas raconter tout, mais bon, il y a eu une évolution et du genre, c'était pas tout à fait comme ça parce que j'en faisais déjà du rock. C'est simplement qu'on était barré sur une autre histoire communautaire avec Elisabeth Vienner, Valérie Lagrange. Il y a une histoire communautaire qui se passerait dans le sud de la France. Ouais, on avait investi même à un moment donné, un copain avait découvert un village et on est partis tous, on était une cinquantaine là-dedans, il y avait des voleurs, il y avait tout, il y a les flics qui venaient tous les 2 jours, quoi, les gendarmes. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est moi qui les Vous accueillais, faisiez les l'amour, flics. Vous étiez tous ensemble? Oh non, c'était pas... Non, ça c'était le folklore des journalistes. Ouais. Non, il y avait des vraies histoires d'amour, personne ne baisait pas dans tous les coins, tout le temps. Quoique ça a été une époque comme tous les jeunes gens, quoi. Tu vois, je crois qu'il y avait beaucoup... Moi, je me rappelle... C'est comme tout, quoi. On veut toujours résumer. C'est comme si on parle du rap et tout d'un coup, violence, machin, truc. Et... Il y en a marre, quoi. Je veux dire, ça, c'est des clichés, voilà. C'est bon pour les médias ou la presse, mais pour la réalité, c'est pas comme ça. Ouais. Alors, comment ça s'est passé, donc, la rencontre de Simon Boissezon? Oui. C'est Très ça important. qui est déclencheur Ouais. de... Mais déjà, je cherchais parce que j'avais envie de rencontrer, mais la rencontre s'est faite avec Simon, et Simon était très, très rock, ouais. Mais c'est venu comme ça. Je crois que même avant, j'y ai pensé, mais j'osais pas. J'osais pas parce que j'avais pas très confiance en moi, quoi. C'est tout. C'est la colère qui m'a... Ah ouais. Où j'ai dit, il y en a marre même de ma timidité, parce que je l'étais. Et je le suis toujours un peu, mais ça se voit pas. Je l'étais, vraiment. Et donc, je me disais, là, il y en a marre, quoi. Là, il faut y aller vraiment. Et je me souviens que l'entrée dans le rock a été pour moi comme un... Tu te files un coup de... Tu te mets un couteau dans le dos et t'avances, quoi. Je dirais, tu y vas vraiment. Mais j'avais cette nature-là aussi. C'était pas que des trucs très doux et très rangés. J'étais assez nerveux, quoi. Ouais. Ça va être BBH 64. Est-ce que ma guitare est un fusil? Ouais. Boxon, œsophage boogie. Grâce à la rencontre avec Simon. Et puis d'autres musiciens qu'il y avait à l'époque aussi, où il y avait toute une mouvance comme ça. On allait voir aussi des concerts, on allait voir plein de choses. Ouais. Quoi. Ça va être dans les années où on va voir sortir Téléphone. Bertignac est avec vous Ouais. sur les premiers albums, Ouais. notamment Irradié. Ouais. Hein, et ça s'enregistre toujours Ouais. aussi dans une atmosphère de folie, c'est-à-dire dans un garage la nuit. Ouais. Comment ça se passe? Alors On là, est en dehors de tout, là. Non, on était dans la vie, mais à notre façon. Ah non, on n'est jamais en dehors de tout, on était vraiment dedans. En dehors, ça voudrait dire les mecs qui planent ou... Non, planait ce qu'il faut, quoi, mais pas plus. Ouais. On conduisait des camions, on bougeait beaucoup surtout. Et il y avait beaucoup d'allers-retours. On a fait des concerts mémorables, genre catastrophiques. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on n'était pas rangés, quoi. Bon. Et je me sens toujours pas comme ça. Il en reste toujours quelque chose, même si le succès vient et que les gens essayent de vous mettre dans un... Après, dans un carcan, quoi. J'estime que aussi monter un piédestal à quelqu'un qui, au bout de plusieurs années, on se dit, monsieur, respect, machin truc, ça va, quoi. Tu vois, je suis pas mort encore. Claire. Et j'espère que quand je serai mort, ça va pas rester la notion de respect. On dira poète. Non, pas du tout. Parce que ça, c'est... Non, hein. si les gens... si j'ai participé en étant un homme vivant et qui aime la vie et qui la défend, ça me suffira, quoi. Bon, alors, on pourrait évidemment parler de toutes ces merveilleuses chansons. Bon, il y a Alerter les bébés, l'album Mais qui va après, obtenir le l'époque, prix Charles après, Cros, quand on a- Maman est contente. Ça, c'est la Qui ça consécration. Le prix Charles Cros pour l'album Alerter les bébés. Non, c'est juste mes Hein parents qui sont venus. Oui. D'ailleurs, ils ont dormi dans la bagnole. Ils parce disent ça qu'ils- valait le coup de le lancer, le petit, là. Ils ont dormi dans la voiture, devant le place Maillot, porte Maillot, là. Et j'aurais dit, mais vous êtes fous, pourquoi vous m'avez... Ils avaient même pas le téléphone, moi non plus. Et je dis, pourquoi vous n'avez pas envoyé une lettre? Et comme ça, je serais venu vous chercher, je vous aurais logé. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de logement. Mais bon, j'ai trouvé ça tellement touchant que quand ils ont remis le prix, moi, je m'en fous, mais vraiment complètement, comme ça me...
je m'en fous, quoi. La remise des prix, c'est comme à l'école, j'en avais pas et je me portais très bien. Et là, ils sont venus et ça m'a bouleversé pour eux de se dire, ah bon, bah, on a bien fait, parce qu'ils m'ont quand même encouragé, quoi. Ils m'ont pas découragé de chanter, mes parents. Et puis, c'est des gens généreux, c'est des gens qui ont du cœur, quoi. Donc, j'étais content. Je me rappelle être monté sur scène. J'ai pris le prix en question, le truc, là, le bout de papier en verre. Et puis, je suis descendu en courant et je me suis mis à genoux et je l'ai tendu à ma mère en disant, tiens, maman, c'est pour toi. Parce que tu le mérites, c'est toi qui le mérites, quoi. Voilà, c'est tout. C'est très touchant et les chansons et les musiques vont faire que tant de gens vont se reconnaître et aimer ces chansons, accompagner ce parcours de Jacques Higelin. Entre autres Hein? chanteurs, oui, des gens qu'ils aiment, des artistes, quoi. Et sur scène, ça va être des communions extraordinaires. Ouais, au début, C'est- quand même, c'est- le rock, c'est ça sur a été scène une drôle que- d'aventure avec Simon quand on a enchaîné, là. D'abord, on faisait des concerts très étranges. Et puis, on jouait dans des endroits où il y avait beaucoup de bagarres, quand même. Ça a été une période très bagarreuse que j'aimais bien. Il y avait des gens sur scène, hein, moi je l'ai vu. Oui, il y en et avait puis, partout, il mais fallait les enjamber, il y en avait Il y par avait terre. aussi, Hein. on allait les mecs qui te balançaient des canettes et tout. Et moi, je bougeais pas parce que je m'étais dit, si je bouge, je vais en prendre une. Alors, je bougeais pas parce que j'imaginais que les mecs étaient tellement excités qu'ils passeraient forcément à côté. Par contre, si je bougeais, j'avais toutes les chances d'en prendre une. Puis après, je les rebalançais assez haut pour pas les blesser, mais pour leur dire que, bon, maintenant, j'avais du matériel et je pouvais me défendre. Et puis, on a traversé tout ça joyeusement avec des amis. Charton, Jimmy et tout ça. Il y avait plus les musiciens bon, de toute l'époque, Simon, Louis Bertignac, tout le monde. Mais là, il y avait des concerts, ouais. Fallait y aller, quoi. C'était là. Moi, j'aimais bien ça. J'ai aimé ça. Cette excitation, comme ça, ce côté, on peut s'en prendre plein la gueule et tout. Je trouvais ça extrêmement vigoureux, quoi. Il y avait toujours les flics des CRS dehors. Je me rappelle de. Un jour, si j'ai le temps, mais j'aurais peut-être pas le temps. À mon avis, j'aurais pas le temps de me pencher là-dessus. Mais il y a tellement de choses à raconter sur cette époque. C'était vraiment passionnant, quoi. Un peu destroy, mais vraiment bien. Et les mots de Jacques Higelin, parce qu'il y a évidemment l'album Caviar et Champagne, mais les mots tête en l'air, et alors là, il y a cette poésie à la traînée qui va surgir comme ça, comme un bouquet de fleurs, et au milieu du rock et du spectacle. C'est-à-dire que le spectacle va devenir véritablement ce que vous auriez envie de faire, c'est-à-dire cet artiste qui marche sur un fil comme ça, qui... Ouais, funambule. Ouais. Mais bon, c'est un mélange de tout ça, parce qu'en fait, c'est comme si on était un peintre et qu'on dit, il y a une période comme ça, une autre période. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ma vie, comme on soulève comme les poupées russes, quoi. On soulève un truc. Il y a cette période-là, il y a cette Il y a période. Jacques-Joseph Victor d'Or, Ouais, il y a Casino plein de Paris, choses. il y a Mogador. Toute cette époque-là, c'était où tout d'un coup j'ai renoué avec mon goût du théâtre. Ouais. Et ça a commencé effectivement avec, je sais plus où, Mogador, ouais. Où j'ai commencé à renouer avec l'histoire des décors, j'avais envie de mélanger le théâtre, la musique, les happenings, le jeu avec le public, notamment au Cirque d'Hiver où ça a été magnifique, quoi, magnifique. Les arts Où du tout le cirque public aussi, les avait arts envie de de ce jouer, mélange, ouais. tous les arts de la Puis il y avait scène. Jean Babilet Ouais. qui était venu danser, il y avait Armande Altaï avant qu'elle soit prof de Starac. Non mais je m'en fous, j'étais content pour elle parce que si elle gagne de la thune, elle le mérite. Je veux dire, elle en avait quand même pas mal, Armande. Et puis c'est une femme adorable. Et là, elle chantait divinement bien et c'était vraiment incroyable, quoi. Et puis il y avait une ambiance qui était formidable. Et la famille Bouglione, ça ce sont des gens absolument magnifiques. Ça, j'ai trouvé là, dans le spectacle, ma famille, quoi. Les gens du cirque qui ont été, qui m'ont accueilli comme un frère, quoi. C'est le spectacle comme s'il était dans la rue, comme si parmi les gens. C'est-à-dire que le cirque d'hiver, c'est frappant. Tout le monde est autour de l'artiste. Oui, parce que c'est la base même oui. du spectacle. Les gens, ils vous prennent dans leurs bras. Ils sont comme ça, ouais. Et on se sent... moi, j'adore. Hein, Comme le grand frère, finalement. On dit souvent... Non, comme un enfant, des fois. On a l'impression d'un enfant qui joue au milieu du cercle et qui fait jouer les gens, qui les fait... Un baladin, un magicien, je sais pas quoi. Et puis, en même temps, c'est aussi les gens qui vous portent. C'est pas du tout un public, un public, comme on dit, le public, c'est plein d'individus, de tous âges et de tous horizons, quoi.
Et les gens savent tous faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et à ce moment-là, ils viennent voir un baladin et c'est comme effectivement quelqu'un qui fait partie de leur vie. Comme c'est maintenant, par exemple, où j'ai 4, 5 générations devant des enfants jusqu'aux gens âgés. Et puis à un moment donné, c'est formidable parce que effectivement, c'est toute une histoire avec ces gens-là qui viennent te voir après des fois et qui disent tu te rappelles à telle époque t'as fait ça, puis là t'as fait ça, puis à Toulouse t'as joué devant, t'avais chanté Alerter les bébés devant l'hôpital, t'étais juste derrière le petit théâtre là et c'était justement la clinique d'accouchement. Quoi, j'ai chanté sans le savoir Alerter les bébés en hurlant, puis ils sont venus voir le lendemain en disant faut calmer les trucs parce que pour accoucher, les femmes ne sont plus très tranquilles. Tu vois, des trucs marrants qui arrivent que parce que tu te lances, quoi. T'as pas des plans de carrière, Déjà, tu t'emmerdes pas. Ça, il n'y a jamais eu. Alors ça, Ah c'est oui, clair. justement. Alors, les maisons de disques étaient derrière, quoi. Mais l'artiste arrivait à dire... Merde, je vais exister, je vais faire ce que... J'étais derrière parce que je me suis jamais retourné. Parce qu'à un moment, quand le succès était tellement là, il y a toute cette pression derrière. Il fallait continuer d'exister, il fallait continuer de dire... Les maisons de disques, ça m'a jamais tellement angoissé, quoi. Les seuls trucs qui peuvent m'angoisser, c'est pas être à la hauteur de ce que tu as à faire. Voilà, le genre de truc. Mais sinon, que t'en aies, que t'en aies pas, qu'à un moment donné, ils sont tellement... c'est pas là où j'ai trouvé des gens intéressants comme Philippe Constantin, comme Claude Dejac, comme aussi des gens qui m'ont aidé. Il faut pas Jacques Canetti, Pierre Barou, mais ça c'est pas le monde du show business. C'est des créateurs, c'est des artistes, des gens passionnés, quoi. Ouais. Maurice Alezra qui nous a aidés tous d'ailleurs dans sa vieille grille, son petit café théâtre. Et puis plein d'autres gens aussi, Albert Koski et puis maintenant Daniel Colling, sont des gens qui m'ont fait avancer en me proposant, en disant tiens, pourquoi on ferait pas ça. Ils ont pris des risques, c'est ça que je veux dire. Alors on peut pas, et même des gens de maison de disques ont pris des risques. On dit ok, on va t'aider. On peut être dans, je sais pas, au Théâtre Antique d'Orange, et puis en même temps s'adresser à chaque personne. C'est-à-dire que chacun dans le public, c'est comme un frère. Ouais, je suis pas un curé quand même, mais bon, la fraternité se fait si elle se fait, quoi. Mais il y a quand même beaucoup d'amour dans le spectacle. Ouais. Mais parce qu'il y a une confiance réciproque. À savoir que tout est arrivé parce que les gens, non seulement m'ont porté, et depuis très jeune, parce qu'en fait, après, on est dans l'histoire des gens qui sont venus vous voir, d'un coup, ils ont votre âge, et en fait, quand ils sont venus vous voir, ils avaient votre âge aussi, donc ils étaient beaucoup plus jeunes. Ils me disent, je t'ai vu, j'avais 22 ans, 25 ans, voilà. Maintenant, j'en ai comme toi, 65, et puis voilà, tu vois. J'ai des cheveux blancs, j'ai des petits-enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Mais dans ce sens-là, tu fais partie... Tu as accompagné leur vie, voilà, comme un accompagnateur. Et en même temps, eux t'ont soutenu, eux aussi t'ont accompagné. Elles et eux t'ont accompagné et t'ont porté. Et des moments où des maisons de disques ou des médias te regardent en disant « lui, c'est un has-been, c'est fini eh ben, les gens sont toujours là. C'est pour ça que j'ai toujours continué de jouer. Ouais. Jamais arrêté de jouer. Et alors, si on voulait parler des mots de Jacques Higelin, et si vraiment la poésie, c'est quand même important. Je veux dire, c'est... les allumettes au fond des yeux, les grains de poussière qui collent à tes bottines. Ouais. C'est plein d'images, c'est plein de fantaisie. Ça vient comme ça, c'est... Ça vous traverse. Ouais. Moi, j'ai l'impression toujours, mais peut-être je me trompe, hein, mais j'ai toujours senti que tous les chanteurs, les artistes, les cinéastes, les danseurs, les musiciens, on était des passeurs, quoi. C'est quand même là, personne ne le voit, mais il y a plein d'images de nuages, et même le cosmos. Quand tu lèves les yeux en l'air, tu dis quand même dans le genre création artistique, tu vois, des milliards de galaxies. Moi, à chaque fois, je regarde, je dis attends, t'es quoi là-dedans? Tu es un grain de poussière, t'es rien du tout. Mais je pense qu'on est des passeurs. Que c'est pas, tu sais, il n'y a pas d'orgueil à avoir de ça. T'es juste doué, t'as la chance que ce soit tombé sur toi. Mais il faut le faire aussi, parce qu'on en a besoin. Quand vous chantez pour les SDF, leur donner 2-3 heures de chaleur, c'est aussi ça, c'est apporter ça. Non, je chante aussi pour des fois d'être à côté, parce que ça te guette, ça me guette. Je veux dire, il faut pas non plus prêter des sentiments qu'on n'a pas. Je trouve ça intolérable qu'on méprise un être humain, qu'on l'éjecte
par la voie d'un système économique et on dit on n'a plus besoin de toi, casse-toi. Moi j'ai rencontré plein de gens dans la rue qui m'ont parlé, qui me parlent parce qu'ils parlent plus facilement à des gens comme moi qu'aux politiques, quoi, qui les écoutent pas, qui les voient pas, mais ou qui les voient sur du papier, ou qui en serrent la main pour se faire élire, mais c'est seulement là qu'ils les voient. Et après je pense qu'ils se lavent les mains. Ce qui est pas une image, ce qui est une image, mais ce qui est pas loin de la réalité. Mais il y en a un qui me disait, j'avais été chercher un sandwich et j'étais allé le manger au square. Enfin, il y a un moment, il y a longtemps, ça dépend des moments. Et puis j'ai dit, les gars, j'ai amené des baguettes et on va casser la croûte, quoi. Et l'autre, il me dit, tu vois le pain que t'as là, ça. Moi, j'en faisais du pain comme ça. Moi, j'étais boulanger, quoi. Et il m'a parlé de son métier de boulanger avant de se faire éjecter par la vie, par le système et se faire foutre en marge du système comme dépendant et comme disant on n'en a rien à foutre, c'est un clodo, c'est rien, quoi, tu vois. Le type, il dit, moi, j'étais un super bon boulanger et je faisais bien mon travail. Et tous les gens que j'ai vus éjecter comme ça, ils savaient tous faire quelque chose très bien et ils avaient vraiment envie de bosser, quoi. Et ils avaient envie de faire bien leur métier. Et comme la façon dont on éjecte actuellement, et ça, vraiment, je trouve ça fou. Il n'y a pas de découragement. Que ce soit Sarkozy ou les autres, je trouve qu'il y a qu'ils ont jamais, une attitude absolument dégueulasse. Comme l'histoire de l'enfant, là, récemment. Pas seulement cet enfant, toutes les familles qu'on fout à la rue, alors que dans 15 jours, ils allaient avoir autre chose, tu vois, avec une violence et une méchanceté, quoi, grave, et une inhumanité rare. Or, quelqu'un qui ose décréter ça, qui ose l'imposer, même aux flics qui commencent à avoir honte du travail qu'ils font, quelqu'un qui fait ça, tu vois, peut-être que j'ai lu ce matin dans le journal, il disait, ouais, lui, il fait ce qu'il dit, tu vois. Mais à Hitler aussi, il faisait ce qu'il disait, quoi. Mais j'aime pas beaucoup ce qu'il fait, et j'aime pas ce qu'il dit, quoi. Ouais. Pour parler que de Sarkozy, mais il y en a d'autres. J'aime pas ce que ce mec fait, et il est ministre de l'Intérieur, et c'est dégueulasse. Et s'il est comme ça, moi, s'il est président, tu vois, il me trouvera en face, quoi. S'il se présente, parce qu'il faut pas oublier ce que les gens ils font au peuple, quoi. C'est ça que je trouve dégueulasse. D'autre part, je dis pas qu'on est des petits saints, je dis pas non plus que je viens au secours de tout le monde, mais je veux dire que la base, quand même, c'est moi, je sais d'où je viens, et la population ne m'a jamais laissé tomber, même quand ça allait mal avec le système, même quand une maison de disques t'éjecte parce que tu fais pas assez de chiffre d'affaires. Mais bon. Mais vous croyez au peuple, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une résistance. Non, les artistes, c'est ça. Démagogie, ouais. Oui, mais je dis, parce que je suis pas non plus esclave du peuple, aller chez le cul au peuple pour leur dire aimez-moi, tu vois. Si des gens m'aiment pas, j'ai dit c'est parfait. Des fois ils me disent j'aime pas beaucoup ce que vous faites. Je dis super. T'aimes pas. Moi je suis un jardinier. Si t'aimes pas mes tomates, tu vas manger les tomates du voisin. Manger les tomates. Il y en a plein des artistes. Parce que c'est pas ça que je veux dire, c'est pas de la démagogie et c'est pas pour caresser les gens dans le sens du poil, mais c'est pour leur être fidèles comme ils te sont fidèles. Voilà, en gros c'est ça. Pour les soutenir comme ils t'ont soutenu. Et quand je vois les visages des gens, je sais que s'il n'y a pas de mensonge, c'est pas pour une raison. Je suis pas le seul, hein, il y a plein d'artistes que les gens aiment, mais ils leur témoignent cet amour-là et dans cette tendresse ou cet amour-là qu'ils ont pour leurs artistes, il n'y a pas de leur côté non plus du peuple de la démagogie, des gens du peuple, comme on dit. Ouais. Mais le peuple, c'est nous aussi. On en fait partie du peuple. Putain, moi, je suis de la population mondiale. Je suis un des 6 milliards, 700 millions, je sais pas quoi. Et quand on est dans un spectacle de Jacques Higelin, qui dure plusieurs heures pour notre plaisir, est-ce qu'au bout d'un moment, et c'est le sentiment du public, peut-être celui de l'artiste, c'est que les barrières tombent, qu'on est complètement ailleurs, et qu'il se passe quelque chose où on oublie tout, moi, où on est bien. C'est ça qui... Là, on dit, on touche quelque chose de fondamental, là. On touche quelque chose d'extraordinaire. Ben non, mais on ouvre des fenêtres et on donne de l'air à tout le monde. C'est comme tu es dans une pièce fermée, puis d'un coup... Comme Rimbaud aussi, ou d'autres, je me compare pas, hein, je me vois beaucoup plus petit que ça, mais tu ouvres les portes, tu ouvres les fenêtres, les gens respirent, quoi. Et à un moment donné, aussi, tu en profites pour peut-être dire des choses que tu as aussi sur le cœur et que tu partages avec tout le monde en disant ça c'est pas bien, ou ça nous enferme, ou ça nous abrutit, quoi. Et les artistes de quelque discipline qu'ils soient, même des auteurs aussi, tous les gens ont travaillé pour rappeler sans cesse
des vérités fondamentales, des besoins fondamentaux, y compris et surtout celui du plaisir, de la jouissance de vivre. Putain. Sans le perd, ça, il y a des moments, le perd, ça se perd, ça. Non, mais ça se perd quand les gens ils rentrent dans un... C'est rester jeune, c'est rester toujours comme un gamin qui veut tout changer, qui dit qu'il veut rêver, qui veut dire on peut faire mieux. Non, moi je peux rien changer de grand chose. C'est vrai, honnêtement, c'est pas une chanson qui va changer la. J'aimerais bien. Si j'arrivais à construire un hymne qui fasse tout bouger, moi je serais vachement content, mais je serais content de l'avoir permis que ça arrive. Mais bon, personnellement, je crois qu'une chanson, ça met juste des fois du cœur à l'ouvrage. Et d'après ce que les gens m'ont dit, jeunes ou plus âgés, ou filles, garçons, c'était que ça leur donnait la joie de vivre. Et que des fois où ils avaient... Ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait. C'est des fois où ils doutaient de tout, comme je doute de tout parfois aussi. Et ils m'ont dit, ça m'a redonné envie, ça m'a redonné la pêche. Et j'ai eu envie de me battre de nouveau et j'ai envie de sortir du trou, voilà. Et quand Higelin, il doute de tout, si ça lui arrive, il va chercher chez les autres comme ça. Bah ouais, et puis où il s'enferme, où il devient un peu à côté de la plaque. Mais bien sûr, j'ai plein de moments comme ça. Mais j'en profite pour travailler. C'est bon la folie, il faut être fou. Parce que si... Oh, il faut pas être fou, ça veut rien dire. C'est comme si tu me disais, il faut être amoureux. Tu tombes amoureux ou tu as des moments de folie. Mais encore, on m'a posé la question tout à l'heure et j'avais envie de répondre. Il n'y a rien que je trouve plus barge que les gens dits normaux, quoi. Il y a des gens tellement criminels, tellement dangereux, qui paraissent normaux, comme ça. Ou comme le mec, après, il va violer des gosses et tout. Alors, tout le monde dit qu'il a une vie exemplaire, ou le curé pédophile, là, puisque c'est d'aujourd'hui. Et puis... c'est incroyable, quoi, ce mec, il est curé, tout le monde pourrait lui faire confiance. Et en fait, il en profite pour sodomiser les mômes, ou bien les caresser, ou faire des trucs dégueulasses. Et moi, c'est les gens qui ont des principes et qui sont bien comme ça, comme si rien ne devait bouger, tu vois, qui me font peur, parce que je les trouve psychorigides. Et je ne sais pas à quel... tout d'un coup, s'il craque un soir, le mec, il peut aussi bien prendre une Kalachnikov et buter, faire des actes comme ça, et tout le monde est là. C'est pas possible, comment ça se fait? C'était un homme si gentil, et il craque, c'est tout, quoi. Ouais. C'est quand on dit, Jacques Brel disait, finalement, il n'y a rien de plus fou que de rester sage. Mais oui, parce que c'est vrai. C'est dire, reconnaître on reste un enfant toute sa vie. C'est un enfant qui grandit, quoi. Mais ça, à moins de mourir. C'est un enfant, c'est pas sage. Qui est en toi, mais il y a tout dans toi. Il y a du nouveau-né et jusqu'au vieillard qu'on devient. Et toutes ces révolutions dans notre vie, elles sont là. Donc je te dis, soit si tu butes l'enfant qui est en toi, et il y a des gens qui ont tout à fait la gueule, qui ont buté leur enfance, pour moi ils sont morts. C'est-à-dire, ils s'en rendent même pas compte, mais ils sont devenus rigides, et ils sont déjà cadavériques, quoi. Ils sont même pas morts encore. Et tous celles et ceux que j'ai trouvés qui étaient passionnants, dans n'importe quel métier, et même s'ils sont habillés, costume, cravate, c'est pas une question d'apparence, c'est une question d'intérieur. C'est pas de faire l'enfant, c'est pas d'être infantile, mais c'est de pas tuer l'enfant qui est en soi. Et puis c'est de ne pas tuer le jeune homme, et de ne pas tuer l'homme, et après ne pas tuer le vieux non plus, et que tout ce coexiste dans une personne, c'est ça qui fait que tu restes vivant. Et c'est difficile à expliquer, mais j'ai vu des vieux qui sont pas forcément ni des chanteurs, ni des poètes, ni des artistes, soi-disant, mais qui vont très bien parce qu'ils sont vachement vigoureux, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui est mort. Peut-être malades, mais ils ont traversé les épreuves et ils ont sauvegardé l'essentiel. Ouais, voilà. Ouais, si je parlais aussi de ce petit enfant, Jacques Higelin, c'est pour revenir à Charles Trenet. Il y avait une chanson qui s'appelait Tomber du ciel. Ouais. Hein, ouais. Comme un aviateur. Ouais. Et vraiment tombé du ciel, d'ailleurs, vous l'avez dit. Hein. Ouais, il s'est énervé, lui, Trenet, ouais. ce jour-là. Parce qu'il a vu ça dans le journal. Et, et pendant un jour, ça m'a fait rire après. Mais sur le coup, j'ai rougi, vraiment. Il y a le mec qui s'occupait de lui, c'était un Canadien. Producteur canadien, je ne sais plus là son nom tout de suite, mais je le connais très bien. Et puis il m'a téléphoné en me disant écoute, je suis désolé, j'ai cru que c'était vraiment une blague. Il m'a dit tu sais que je m'occupe de Charles Trenet
Et là-haut, il a envie de te faire un procès. C'est quoi? J'ai dit, ah bon, sympa. Venant de lui, non, c'est je trouvais dommage, ça hein. drôle. Il me dit, ouais, parce qu'il a vu dans le journal, tu avais chanté Tomber du ciel. Et il a une chanson qui s'appelle Tomber du ciel et il veut te faire un procès. J'ai rougi parce que je connaissais pas cette chanson qui s'appelle Tomber du ciel. Donc, je crois que tous les deux, de chaque côté, on a fait la même chose. J'ai appelé une amie qui avait toute la collection de Charles Trenet. Elle me dit, oui, Tomber du ciel. Je suis allé chez elle et j'ai écouté. Ça n'avait rien à voir. Et lui, il est allé de son côté. Ça n'avait rien à voir non plus. 2 jours après, il me dit, tu sais, il va pas faire de procès parce qu'il a écouté la chanson et il la trouve très bien. C'est magnifique. On peut s'arrêter là? On va s'arrêter là, Ouais. Jackie Higelin. Et c'était merveilleux de vous avoir avec nous. Mais c'est parce que derrière tout ça, il y a les sourires, il y a le bonheur, voilà, du fou chantant. Charlot. Hein. Et puis, on va se quitter avec d'ailleurs Tomber du ciel, mais par Charles Trenet. Ouais. Parce que c'était aussi une très belle chanson. Merci infiniment, Jackie Higelin. C'est quoi votre Merci prénom? pour tout. C'est Patrick. Patrick, merci. Salut. Tombé du ciel, je suis tombé du ciel, destin providentiel, car sur la terre, tout est charmant, surtout quand vient le printemps, et qu'on voit les étangs pleins de lumière.